But then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. This one's for you, chante Elton John. Cette émission est évidemment dédiée à la mémoire d'Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger, tragiquement disparu il y a un an. Ici même, à Imola, un Grand Prix de Saint-Marin chargé d'émotions, Jean-Louis Moncey. Mais l'information du jour, évidemment, concerne la météo. Il pleut à Imola. Oui, il pleut et les conditions, vous allez le voir, sont absolument démentielles. On verra cela dans un résumé du warm-up à la fin de cette émission. Je vous signale tout de suite que c'est Jean Alesi qui a fait le meilleur temps sous ces conditions donc extrêmement délicates, avec un nombre de tête à queue absolument incalculable. Donc Senna, c'est l'émotion, c'est vrai. Un an qu'il est mort, mais il y a l'essentiel, il y a le Grand Prix de Saint-Marin, Pierre. Bien sûr, on va parler de tout cela tout au long de cette émission Automoto avec la ferveur que déclenchent les performances des Ferrari. Mais un an après le drame d'Imola 94, il est temps aussi de faire le point sur l'enquête. Voici le rappel des faits. Le Grand Prix de Saint-Marin 1994 fut vraiment maudit. Première alerte vendredi avec cette violente sortie de route de la Jordan de Barrichello, heureusement bien amortie par le mur de pneus protecteur. Le jeune Brésilien s'en tire bien, c'est un miracle. Samedi après-midi, premier drame, avec le choc fatal de la Simtech de Roland Ratzenberger, déséquilibré par la perte d'un aileron endommagé auparavant sur le mur extérieur du virage Villeneuve. Le malheureux pilote autrichien est tué sur le coup. Ébranlé, Ayrton Senna est le premier à se rendre sur les lieux alors que les compatriotes de Roland pleurent. Dimanche au feu vert, nouvelle émotion forte avec l'effroyable collision entre la Lotus de Pedro Lamy et la Benetton de Gigi Leto qui avait calé sur la grille. Une roue arrachée achève sa course dans la grande tribune où on relèvera 6 spectateurs blessés. La voiture de sécurité a neutralisé la course, mais le Grand Prix continue avec Ayrton Senna devant Michael Schumacher. Un tour plus tard, l'impensable se produit à Tamburello. La Williams quitte sa trajectoire pour se fracasser dans le mur. L'étude de la télémétrie a démontré que le pilote s'est jeté sur les freins. Sa voiture est passée de 310 km/h à l'entrée de la courbe à 216 km/h au moment du choc. La décélération fut terrible, 4,4 G. Frappé à la tête par un bras de suspension passé au travers de la visière de son casque, le champion brésilien gît inconscient. L'enquête mettra en cause la colonne de direction de la Williams, brisée net, comme le prouve ce document. Senna est déclaré mort à 18h40, malgré les efforts des médecins. 12 mois plus tard, le rapport du juge Passarini, magistrat à Bologne, n'est toujours pas conclu. Ce jeudi, il a encore entendu l'ingénieur Patrick Head, le directeur technique de l'écurie Williams. Ce qui est écrit dans le rapport, peut-être n'est pas connu par tout le monde, mais je suis sûr qu'en Italie, il y a beaucoup de fuites. Et au moins tous les journalistes italiens doivent le savoir. Aujourd'hui, l'enquête, c'est à un point très délicat, parce que le magistrat peut demander encore 6 mois de délai, et on arrive dans les mois octobre-novembre. Après cette date, il doit prendre une décision drastique. Ou archiver l'enquête parce qu'il n'y a de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité, ou partir avec une procédure de procès normale. Pensez-vous que Frank Williams ou l'équipe Williams pourrait être inquiétée par la justice italienne? Non, je ne pense pas du tout, parce que comment on peut dire qu'il y a une responsabilité d'un constructeur dans la course automobile? C'est normal que le danger est impliqué dans la course. Il y a eu plusieurs morts en Italie dans la course automobile, même à cause de Ferrari. Quelles que soient les conclusions de l'enquête, la perte fut incommensurable il y a un an, sur le coup de 14h17 à Tamburello. Et pourtant, comme toujours, la course continue.
voilà ce feu rouge, ce drapeau rouge, tout un symbole de ce terrible Grand Prix de Saint-Marin 1994. On peut dire aujourd'hui peut-être que Ayrton Senna et Roland Ratzenberger ne sont pas morts pour rien, dans la mesure où la Formule 1 a été profondément modifiée, profondément choquée, bien sûr, bouleversée par les accidents de l'année dernière. La Formule 1 a changé profondément, enfin, techniquement déjà, puisque le règlement a beaucoup amélioré la sécurité des pilotes. C'est le cas aussi pour tous les circuits qui ont été profondément remaniés. L'étude d'Imola, ici, évidemment, a été très approfondie, comme nous le démontre Jean-Louis Moncé, qui nous fait découvrir le nouvel autodrome d'Imola en compagnie de Jean Alési. Pour conserver l'organisation du Grand Prix de Saint-Marin après les accidents tragiques de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna, les promoteurs du circuit d'Imola se devaient d'opérer une refonte radicale de la piste. Ils ont effectué un travail colossal en peu de temps et avec d'énormes moyens. Aussi, les pilotes ont découvert un circuit vraiment nouveau, mais qui a gardé son caractère d'autrefois, et c'est un facteur de difficulté. C'est assez difficile pour un pilote de revenir sur un circuit qui a été totalement refait, parce que vous avez l'impression de connaître la piste, mais il n'y a rien qui correspond. Et à certains virages, parce que bon, il y a 2 ou 3 virages qui sont identiques, donc à certains virages vous dites ah mais c'est Imola, je sais où je suis, et d'un coup hop il y a un virage nouveau, donc pour la concentration c'est très difficile. Voici donc le nouveau tracé de la piste avec 5 modifications principales et en rouge l'ancien tracé. La longueur du circuit est passée de 5 km et 40 mètres à 4 km 895. Et après les stands, voici le nouveau virage de Tamburello. C'est une chicane qui se passe en deuxième, mais progressive, c'est-à-dire l'entrée est 110 km/h plus ou moins, puis la sortie c'est entre 185 et 195 km/h. Donc c'est le genre de chicane assez agréable parce que bon, ça casse la vitesse, mais vous vous relancez au milieu. Après Tamburello, le freinage avant Tosa, qui a reçu le nom de chicane Gilles Villeneuve. La deuxième chicane, c'est exactement l'opposé, c'est-à-dire l'entrée c'est 240-250 km/h, elle se fait en 5e. Et au milieu, bon, vous freinez, vous mettez deux rapports en moins, c'est-à-dire la sortie est plus ou moins aux alentours de 140 km/h. Et là, vous arrivez sur la partie ancienne, c'est-à-dire Tosa, puis la remontée sur Piratelle. Et là, il n'y a rien qui a été modifié, mis à part l'asphalte qui est neuf. À mi-parcours, Acque Mineral, devenue l'une des difficultés majeures d'Imola, comme nous le prouve Rubens Barrichello. Remarquez au passage l'amélioration très nette de la sécurité de la piste. Là, il y avait une chicane qui se passait en deuxième et qui n'existe plus, qui a été remplacée par une courbe très rapide en 5e, mais avec un freinage tout de suite après pour un virage en seconde. Donc c'est une des parties les plus intéressantes maintenant du circuit. La grande courbe de Rivazza, qui était en accélération constante, a été scindée en 2 tronçons. Rivazza 1, ça n'a pas changé. Rivazza 2, c'est un tout petit peu plus fermé, mais c'est très similaire par rapport à l'an passé. Enfin, la chicane à l'entrée des stands a été reformatée. Elle avait valu l'an passé une belle frayeur à Barrichello. Avant, il y avait une chicane rapide, maintenant elle n'existe plus. C'est une droite quand même à fond. Et on arrive sur la chicane des stands en deuxième. Démonstration concrète par Jean Alési avec une caméra fixée dans le capot de la Ferrari. Manifestement, le nouveau circuit d'Imola plaît aux pilotes par son caractère sélectif et, en regard du terrain, par une sécurité globale gérée au mieux. J'adore ce circuit et j'adore surtout les modifications qui ont été faites. Le virage que je vous recommande, c'est les Acque Minerale. C'est fabuleux à l'intérieur de la voiture, donc je pense que de l'extérieur, ça doit être sympa. Acque Minerale, c'est-à-dire eau minérale, et Dieu sait qu'on n'en manque pas. Les premières lignes de cette grille de départ du Grand Prix de Saint-Marin, première ligne Schumacher et Berger, deuxième ligne Coulthard et Hill, troisième ligne Alési et Häkkinen, quatrième ligne Irvine et Herbert. Je vous propose de découvrir Imola sous un autre angle à bord de la Benetton Renault de Johnny Herbert. Into 6th gear, coming up to Tamburello, braking 80 yards, braking, changing down into 2nd gear, getting on the power, 3rd, accelerating very hard, 4th, 5th, onto the straight, coming up to Villeneuve, keeping in 5th, braking very late into 5th gear,
back into third, second, accelerating hard third, fourth, braking at 50 yards, turning in into first gear, keeping the power on, accelerating hard, second, third, fourth, fifth, coming to Piratella, braking very late, down to third, turning in, easing the power on, accelerating, fourth, fifth, coming into the new section of Acqua Minerale, down into third, on the power, back down to first, accelerating hard, up the hill, second, third, fourth, keep going, into the chicane, braking very late, into second gear, keeping the power on, bit of a twitch, third, fourth, fifth, sixth, into Ravazza, braking very late, into third gear, second gear, accelerating the power on third, easing the power on, third, fourth, fifth, approaching the last chicane, braking 50 yards, turning down, second gear, accelerating using the curb, third, fourth, fifth, sixth. Merci Johnny Herbert, le pilote de la Benetton Renault qui nous a embarqué pour ce Tour d'Imola. Vous savez qu'on fait ça à tour de rôle cette année. On avait eu droit à Michael Schumacher au Brésil, à David Coulthard en Argentine. C'était donc au tour de Johnny Herbert de nous emmener pour découvrir ce circuit avec la caméra embarquée dans sa Benetton. Mais évidemment, ces circuits, l'autodrome Dino et Enzo Ferrari, c'est avant tout le rendez-vous des tifosi. Et vous le savez, ils seront près de 100 000 cet après-midi pour acclamer les voitures rouges. Et comme il y a un retour en forme, ils sont fidèles au rendez-vous, les tifosi. Il semblerait que ce soit le cas de la Scuderia également, comme le démontre l'enquête de Jean-Louis Moncey dans les coulisses chez Ferrari avec son ami Jean Todt. La Scuderia Ferrari à Imola, c'est l'équipe nationale de Formule 1 qui joue à domicile devant un public totalement acquis à sa cause. Un public inconditionnel qui répond toujours présent, même dans les mauvaises passes que traverse régulièrement Ferrari. Aussi, lorsque les voitures rouges refont surface, comme c'est le cas aujourd'hui, le Grand Prix de Saint-Marin devient une sorte de grand-messe que la péninsule ne voudrait pas manquer pour tout l'or du monde. L'homme qui officie pour cet événement, c'est Jean Todt, aux commandes de la Scuderia depuis le mois de juillet 93. Jean Todt qui a restructuré depuis 1 an et 8 mois l'équipe emblématique de la Formule 1. La restructuration, elle s'est principalement portée au niveau d'une organisation moteur, au niveau d'une organisation recherche et développement, au niveau d'une organisation piste et au niveau d'une organisation fabrication. Je tiens à rappeler que Ferrari est le seul constructeur engagé dans la construction d'un moteur, d'un châssis, d'une boîte de vitesse, ce qu'aujourd'hui aucun constructeur n'ose plus faire. Depuis des années, la Scuderia Ferrari suscite un certain nombre de préjugés. On dit son financement illimité, sa direction omniprésente, son influence omnipotente face à une adversité plus ou moins efficace. Or justement, c'est l'inverse. La concurrence, c'est un grand constructeur qui fabrique le moteur, qui livre le moteur, et c'est également une équipe châssis de haut niveau comme Williams, comme Benetton, comme McLaren. Et puis, petit à petit, il a fallu mettre en place les hommes, leur donner les moyens de travailler, la sérénité pour travailler, afin d'obtenir les résultats que petit à petit on essaie d'obtenir. L'homme qui a donné à Peugeot un palmarès flamboyant, le patron qui est en train de redresser Ferrari, a-t-il un secret? Le secret, c'est de travailler, c'est de choisir les hommes, de les gérer, de les diriger et puis d'exploiter au mieux leur qualité. Je crois que le plus beau métier du monde, c'est de pouvoir gérer des machines intellectuelles. Les machines intellectuelles, ce sont les hommes. Et ça, c'est la chose la plus intéressante et c'est ce que j'essaye de faire. 1995 est pour Maranello l'année de la reconquête. Les Ferrari sont de nouveau compétitives, mais elles ne dominent pas. Selon Jean Todt, la Scuderia est à 70% de son potentiel. On n'est pas encore où on doit être au niveau de l'organisation en général, de la structure, le potentiel global de l'équipe Ferrari. Et puis on doit améliorer les moteurs, l'aérodynamique, parce que on n'est pas encore les meilleurs. Donc l'objectif, c'est d'arriver à être les meilleurs.
Pourtant, du côté des tifosi, on se prend à rêver d'une victoire de Ferrari à Saint-Marin. J'ose pas penser à une victoire. On verra, à chaque jour suffit sa peine. J'espère qu'on aura 2 voitures bien placées, avec des voitures fiables, et après tout peut arriver. Et oui, tout peut arriver avec Ferrari. La preuve, cette qualification de Berger en première ligne à 8 millièmes de Schumacher. C'est émouvant, et puis en plus, je dois dire qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à Gerhard Berger parce qu'il est allé le chercher ce temps-là. La Scuderia, royaume de toujours du savoir-faire, du panache et de l'émotion. Voilà, c'était la passion selon Saint-Jean, formidable passion engendrée par la mythique Scuderia Ferrari. Nous allons y revenir évidemment dans la seconde partie d'Automoto dans quelques instants, avec également l'analyse des essais de ce Grand Prix de Saint-Marin et aussi des derniers essais libres, le warm-up, avec cette pluie qui risque de bouleverser les cartes et de modifier les données pour la course. A tout de suite donc, restez avec nous. De ce Grand Prix de Saint-Marin, essais qui ont été un petit peu perturbés par la chaleur, figurez-vous, parce que samedi la piste était trop chaude et ce sont les temps de vendredi qui ont permis de déterminer la formation de la grille de départ de ce Grand Prix de Saint-Marin avec très peu d'écart. Vous allez le voir, c'est en millième de seconde que cela s'est joué, avec les 5 premiers concurrents regroupés en une demi-seconde seulement. Voilà qui promet beaucoup pour la course tout à l'heure. Compte rendu des essais avec Yves Géniès. Jeudi, dès les séances d'essais libres supplémentaires, Rubens Barrichello tente de se débarrasser de gravillons embarqués par sa Jordan. L'origine de cette petite escapade dans le bac à sable est due à un freinage un peu trop optimiste de la part du Brésilien. De son côté, Jean Alesi fait rêver les tifosi. Le Français n'a pas raté son arrivée à Imola. Jeudi après-midi, c'est Johnny Herbert qui ouvre les festivités, suivi de près par Karl Wendlinger. Et pendant ce temps-là, Jean Alesi est à la tâche. Dans le fief de la Scuderia, les tifosi sont déjà des milliers à admirer le pilotage généreux du Français qui espère bien réussir son pari, remporter son premier Grand Prix. Il signe le meilleur temps jeudi soir. Mais la concurrence s'annonce sévère. Vendredi, essai qualificatif des Menil et Michael Schumacher s'élance pour contrer la domination de Jean Alesi. Mais l'Avignonnais, motivé par sa performance de la veille, ne craint pas l'affrontement. Michael Schumacher observe ses écrans de contrôle et a bien compris que la Scuderia Ferrari va tout faire pour ne pas décevoir sur son terrain. D'entrée de jeu, Jean Alesi s'empare du meilleur temps. Mais David Coulthard vient entraver la marche triomphale de Ferrari et subtilise la pole position provisoire. C'est un redoutable duel que nous allons assister. 13h32, Michael Schumacher s'est lancé lui aussi à l'assaut du chronomètre. Mais c'est l'Écossais David Coulthard qui conserve l'avantage. Blocage de roue pour Mika Salo, suivi de l'inévitable tête à queue. Présent en piste, Damon Hill et le champion du monde Michael Schumacher, Williams Renault contre Benetton Renault. « 13h33, Michael Schumacher détrône David Coulthard de 21 centièmes. Il reste 27 minutes d'essai, rien n'est joué. Chez Ferrari, on ne baisse pas les bras. Alesi quitte les stands, la rage au cœur. Triple axel pour le japonais Aguri Suzuki. Nigel Mansell se prépare, le vieux lion s'apprête à rugir, alors que Damon Hill a bien décidé de narguer ses concurrents. Le Britannique s'empare de la pole, il reste un peu moins de 10 minutes d'essai. Sortie de piste pour Karl Wendlinger. David Coulthard est toujours en piste et ne parvient pas à ravir de nouveau la pole position. C'est Schumacher, 2 minutes avant le baisser du drapeau à damier, qui réalise le meilleur temps, 1:27.274. Schumacher est en pole. Jean Alesi doit se contenter du 5e temps. La différence, c'est le tour parfait au bon moment et bon, en général, c'est très difficile d'être concentré pour faire ça parce qu'il y a quand même toujours un petit peu de trafic, un petit peu de saleté sur la piste. Donc il faut avoir il faut faire un petit peu abstraction de tout ce qui se passe aux alentours et puis essayer de faire le maximum. Ultime minute d'essai qualificatif, Schumacher, tout comme Jean Alesi, est rentré au stand après ses 12 tours d'essai autorisés et constate que Gerhard Berger est encore en piste et pourrait venir l'inquiéter. Finalement, l'Autrichien réalise la 2e meilleure performance. Ferrari sera en première ligne.
Vous êtes vraiment très près les uns des autres. Oui, la Formule 1, c'est vraiment très compétitif. C'est très bien, j'adore la compétition. On peut être premier ou cinquième. J'aurais préféré être devant, mais je suis très satisfait des progrès de notre équipe. Je ne suis pas encore complètement heureux, on doit encore faire mieux. Mais si l'on continue de travailler dans ce sens, je suis confiant pour la deuxième partie de la saison. On sera encore plus compétitif. Chez Benetton Renault, c'est le soulagement, mais seulement 8 millièmes de seconde séparent Gerhard de Michael. Normalement, je devrais craindre les Ferrari qui ont réalisé une superbe performance. Mais actuellement, on est tous si proches les uns des autres que je suis inquiété par Williams et Ferrari. Samedi matin, frayeur pour Michael Schumacher qui tape le mur mais sans dommage. Malgré leurs efforts et sous une température relativement élevée par rapport à la veille, les pilotes n'ont pas pu améliorer leur performance. La grille reste inchangée par rapport à vendredi. À noter la 6e place de Mika Häkkinen, la 7e d'Eddie Irvine, la 8e pour Johnny Herbert, Nigel Mansell est 9e et Rubens Barrichello 10e. La pole position, c'est donc Michael Schumacher et c'est donc Renault qui offre ici à Benetton et à Williams un moteur évolué, n'est-ce pas Bernard Dudot? Oui, le moteur RS7A est la première grosse évolution du moteur RS7. Elle concerne la distribution et l'entrée d'air au moteur dans la culasse. Et l'objectif de cette évolution était de retrouver de la puissance à moyenne et basse vitesse sans faire de concessions en haut. Et l'objectif a été parfaitement atteint. Et je suis ravi que nous ayons cette évolution sur un circuit où véritablement la puissance parle beaucoup. Est-ce qu'il va vous aider ce moteur RS7A sous la pluie? Écoutez, justement, c'est la question qu'on se pose, c'est que sous la pluie, il y a un nivellement des performances au plan moteur et que ce n'est pas dans ces conditions-là que l'on met vraiment en évidence les performances d'un moteur. Renault, c'est la France, alors justement, le point sur les Français. Chez Williams et Benetton, on se frotte les mains. L'évolution du moteur Renault donne entière satisfaction puisque 3 des 4 voitures occupent les 2 premières lignes, avec en plus celle de Michael Schumacher en pole position. Du côté de l'autre motoriste français, Peugeot, l'ambiance est un peu moins sereine. Pour l'instant, malgré des essais hivernaux prometteurs et malgré des temps en qualification plutôt encourageants, aucune des 2 voitures n'a franchi la ligne d'arrivée lors des 2 premières épreuves. Problème de boîte au Brésil, fuite d'huile en Argentine, bref, la poisse. Et c'est des choses effectivement qui ne devraient pas arriver. Il n'y a peut-être pas encore tout à fait assez de rigueur. Dans les contrôles que l'on fait, dans un lot, on en prend 20-25% et on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Il faut tout contrôler à 100%. Et comme il y a à peu près 3000 pièces dans un moteur, vous voyez ce que c'est que le contrôle. Les problèmes sont résolus maintenant ? Eh bien, les 2 problèmes que l'on avait sont résolus ici. Mais je touche du bois, je ne sais pas ce qui peut nous arriver. On a fait une simulation à Silverstone, ça s'est bien passé. Normalement, comme les moteurs sont montés de la même manière, tout est pareil. Eh bien, on peut espérer que s'il n'y a pas de sortie de route, eh bien, les 2 voitures devraient être à l'arrivée. Voilà. Ici aux essais, Irvine a réalisé le 7e temps, Barrichello le 10e, de quoi redonner espoir à toute l'équipe. Dès l'instant qu'on aura déjà terminé une première course, obligatoirement on terminera dans les points. Et à ce moment-là, les choses s'enchaîneront d'une manière plus naturelle. Même objectif chez Ligier, où l'on court toujours cette année après le premier point. Panis partira de la 6e ligne avec le 12e temps, Suzuki 2 rangs derrière avec le 16e chrono. Et puis, absence de marque à Imola, celle de l'écurie Larousse, qu'on ne reverra pas, en tout cas, pour cette saison. Larousse est donc rayé de la carte de la Formule 1, en tout cas pour 95, vous l'avez entendu, peut-être même plus loin parce qu'ils ont perdu leur droit et leur inscription au championnat du monde. Ça laisse donc Ligier, seule écurie française en Formule 1. Alors il y a d'autres projets, on le sait, avec Jean-Paul Driot, Dams, l'écurie de Formule 3000, peut-être Alain Prost aussi. On lui posera la question tout à l'heure en direct dans F1 à la une. Autre revenant ce week-end à Imola, Nigel Mansell qui a enfin trouvé chaussure à son pied chez McLaren. Un reportage d'Yves Géniès.
C'est un Nigel Mansell parfaitement détendu et quelque peu amaigri qui a fait son apparition sur le circuit d'Imola au volant de sa nouvelle McLaren spécialement conçue en fonction de sa morphologie grâce aux techniques informatiques. L'équipe dirigée par Ron Dennis a réussi un véritable exploit en réalisant une nouvelle coque homologuée après le fameux crash test. Nous avons accès très facile à tous les détails de la voiture existante et il est donc très facile de modifier cette voiture moyennant l'utilisation de certaines fonctions automatiques qui sont disponibles sur ce système. Regardez avec quelle facilité désormais Nigel parvient à s'installer dans son cockpit. C'était la bonne décision de ne pas courir. Ce que l'équipe vient de réaliser en l'espace de seulement 33 jours est absolument remarquable. Ils ont construit une nouvelle voiture et maintenant nous allons pouvoir travailler. Maintenant, je peux réagir correctement avec le volant. J'ai plus de place pour bouger mes bras. C'est vraiment important de se sentir bien installé quand vous poussez une voiture dans ses limites. Si vous ne pouvez pas réagir vite à chaque instant dans un virage, vous risquez l'accident. Pas de chance, lors de ses premiers tours de roue, Nigel est parti à la faute, mais l'erreur était humaine. Précision, sa McLaren dispose d'un embrayage au volant. J'ai oublié où était l'embrayage. Et cet après-midi, j'ai pu faire de bons essais. Je suis optimiste avec l'équipe. On verra bien ce qui va se passer. Voilà donc Nigel Mansell, les pneus pluie sont prêts et Mansell, on peut vous dire qu'il a bien marché ce matin au warm-up derrière les deux Ferrari qui ont réussi les deux meilleurs temps. On pointe en effet Schumacher et puis Mansell qui pointe son nez en 4e position. Le point sur le warm-up ce matin, assez spectaculaire avec Laurent Coric. Festival de figures pendant cette séance du warm-up où presque tous les pilotes sont allés à la faute. Tous étaient pourtant partis avec des pneus pluie, mais les nouvelles chicanes de ce circuit d'Imola ont fait des dégâts, comme ici Michael Schumacher, pas épargné lui non plus. Après 3 jours d'essai sur le sec, les pilotes ont donc découvert les conditions d'adhérence très précaires qu'ils risquent de retrouver cet après-midi pour la course. Autant dire que cette 3e épreuve de la saison risque bel et bien d'être animée et riche en rebondissements. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Ici, David Coulthard part en tête à queue, une des plus belles figures de ce warm-up qui vient de s'achever. Voilà donc un warm-up très humide. Jean-Louis Moncey, qu'en sera-t-il pour la course? Quelles sont les prévisions? Eh bien, catastrophique, je viens de me renseigner. Ce sera le même temps avec une pluie battante. Voilà, Imola sous la pluie. Tout à l'heure, du spectacle en perspective avec des voitures très proches les unes des autres. Rendez-vous sur TF1 en direct à partir de 13h20 pour F1 à la une sur la grille de départ. Départ fixé à 14h. À tout à l'heure. Ciao. À tout à l'heure.